Vendredi 7 février 2020, il est 18h à Bembou et à Khosanto, c'est dans le département de Saraya. Le journal. La Mauritanie accorde la clémence aux pêcheurs sénégalais. Plus de 600 millions de francs CFA en guise d'amende ont été effacés. Les pêcheurs applaudissent et promettent au ministre des Pêches et de l'économie maritime d'observer la législation du voisin mauritanien avec les licences de pêche. Le médiateur de la République déverse sa colère sur les manifestants de Guetndar, une agence de la Sénélec, un centre de documentation et des archives de l'OMVS et une bibliothèque communautaire vandalisée. C'est inacceptable, a dit Alioune Badara Cissé, suite qui était sur les lieux des incidents. La justice a appelé à faire son examen de conscience. L'écrivain et intellectuel sénégalais Boubacar Boris Diop qualifie de décision scandaleuse le fait de refuser la liberté provisoire à l'activiste Guy Marius Sagna. Les sports, Malal Junior Diagne arrobase l'actualité des TIC Jomaron. Le débrief avec Mansour Diop, expert en transport aérien, ancien commissaire au pèlerinage au lieu saint de l'islam, entretien sur l'ouverture des vols de la compagnie aérienne Air Sénégal et sa destination de Genève en Suisse le 18 juin prochain. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. La présentation à la technique Hassan Biram Diouf. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le gouvernement mauritanien a décidé d'annuler la totalité des amendes infligées à des pêcheurs sénégalais. Le montant est estimé à plus de 600 millions de francs CFA. La contrainte est donc levée pour la délivrance des licences de pêche. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime a exigé des pêcheurs le respect strict des lois mauritaniennes. Des pêcheurs qui ont présenté leurs excuses et remercié les deux présidents. Sans lui, Mohamed Nabissila. Le ministre Alioune Ndoye est venu à Saint-Louis apporter la bonne nouvelle aux pêcheurs avec l'annulation totale de plus de 600 millions d'amendes que les pêcheurs sénégalais devaient payer en Mauritanie. Aujourd'hui, les licences des autorités mauritaniennes sont là, chez nous, mais pour des problèmes de sécurité, nous avions demandé quand même qu'ils restent dans leur bureau. Je pense qu'ils sont avec le gouverneur. Donc cela, encore, c'est un plus qu'on nous donne. C'est-à-dire, c'est quasiment vraiment de l'inespéré, parce que nous négocions, nous nous battions pour qu'ils acceptent de nous diminuer ces pénalités-là que nous, en tant qu'autorité, avions accepté avec nos acteurs que ces pénalités-là étaient dues, parce que ce n'est pas acceptable. Considérer qu'aujourd'hui a pu leur effacer plus de 668 millions si on prend l'intégralité d'amendes qui étaient dues. Et les pêcheurs de remercier les présidents sénégalais et mauritaniens. Amadou Faye regrette tout de même les événements malheureux qui se sont passés il y a quelques jours. Nous avons tort. Quand nous avons tort, le saccagement qui s'est arrivé, nous le déplorons. Franchement, en toute sincérité, nous parlons à cœur, nous, Guendarins. Ce que nous demandons à Guendarins, c'est d'être calme et très serein. Que l'État est en train de négocier ce qui s'est passé. Nous avons été fautifs. Nous avons pêché des produits qu'on avait interdits sur les licences. Et le ministre de mettre en garde les pêcheurs pour respecter la législation mauritanienne. Les acteurs sachent, en tout cas moi, responsable de ce département, je ne retournerai plus négocier des amendes. Donc que les gens sachent que quand nous signons un accord, cet accord est censé être respecté. Aujourd'hui, le calme total est revenu à Saint-Louis avec le règlement définitif de ces problèmes de licence de pêche en attendant la libération des 31 personnes placées sous mandat de dépôt. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Saccage de l'agence de la Sénélec et du centre de documentation et des archives de l'OMVS à Saint-Louis. Le médiateur de la République déplore les incidents qui ont aussi conduit à l'incendie de la bibliothèque communautaire. Il a par ailleurs dénoncé l'absence des autorités administratives devant le centre de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Maître Alioune Badara Cissé est interrogé par Mohamed Nabissila. C'est un énorme sentiment de désolation, à la limite de colère. Voilà aujourd'hui que cette mémoire devient évanescente. Aujourd'hui, ce qui est fait est fait. Je suis venu apporter ma solidarité, ma compassion au chef du centre et à son équipe et espérer que nos voix conjointes attireraient davantage l'attention de nos gouvernants, surtout du gouvernement du Sénégal, à qui ses pairs ont fait confiance pour abriter le siège de toutes leurs activités. Qu'au cours des événements, que malgré les alertes réitérées des autorités de l'OMVS, qu'il n'y ait à ce jour aucune présence administrative pour constater les dégâts, taper sur les épaules, caresser des têtes, leur apprendre à sourire et à avoir encore espoir que cet outil pourrait être réhabilité. Ils étaient en processus de numérisation. Sur 14 000 documents, ils en avaient numérisé 4 000. Il reste énormément à faire. Mais
il ne reste pratiquement plus rien parce que ce qui pouvait encore être numérisé, si les fonds avaient été disponibles, a été détruit et vandalisé, excusez-moi. Alioune Badara Cissé, le médiateur de la République, mort atroce de 2 enfants d'une même famille à Touba Fall et de 3 frères et sœurs à Guisséo, dans la commune de Darou Marnane. Une délégation du ministère de la Femme, de la Famille et du Genre était à Touba pour présenter les condoléances de l'État aux familles éplorées, nous dit notre correspondante Marema Diop. Visite de condoléances à Touba, la délégation du ministère de la Femme, de la Famille et du Genre a présenté les condoléances de l'État du Sénégal aux familles éplorées par la perte de leurs enfants au cours d'incendies récemment enregistrés dans la ville sainte. Nyorobaye Diouf, directeur de la promotion et de la protection des enfants, a conduit la délégation. Donc c'était l'occasion pour nous de présenter les condoléances du président de la République, de l'ensemble de la nation, tout en déplorant cette situation regrettable. Ces situations du moins qui se sont produites ça et là, que vous avez vu que nous avons parcouru plusieurs étapes. Nous avons, pour chacun des cas que nous avons visités, apporté une assistance financière et matérielle. Il a appelé les parents à plus de responsabilités et à veiller à la sécurité des tout-petits. Oui, il est important de considérer que les cas de drame, de malheur qui s'abattent sur les enfants deviennent de plus en plus récurrents. D'abord du fait de circonstances inattendues, mais également de la négligence des parents. Et c'est pour l'occasion pour nous de demander encore beaucoup plus d'attention aux parents. Il revient de la responsabilité des parents de veiller à la sécurité et à la protection de leurs enfants avant tout, et l'État en dernière instance pour protéger tout le monde. La délégation du ministère en compagnie du sous-préfet de Ndam ont profité de l'occasion pour apporter des dons matériels à une famille d'une pauvreté extrême, sise à Darou Marnane. Marema Diop, Touba, RFM. Touba Mbaké, vous écoutez RFM sur la 98.4. Cette information qui vient de nous parvenir, l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite apporte des précisions relatives à la détention de Mbayang Diop en Arabie Saoudite. Selon l'ambassade, les déclarations du président de Horizon Sans Frontières sont contraires à la réalité puisque la détenue Mbayang Diop, condamnée pour le meurtre de son employeur, est en parfait état de santé. Elle bénéficie de l'attention dont elle a besoin à l'image de toutes les autres détenues. Les liens de la détention pour femmes et particulièrement celui où se trouve mademoiselle Mbayang Diop font partie des plus récents. Son Excellence l'ambassadeur de la République du Sénégal en Arabie Saoudite, Cheikh Tidiane Sy, accompagné de membres de l'ambassade, effectue des visites régulières auprès de Mbayang Diop, selon le communiqué de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Dakar, parvenu à notre rédaction. Merci à Seydou Nourouba pour cette information. Il est 18h passé de 9 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clin d'œil à nos auditeurs de mairie. RFM, la radio de toute l'actualité. RFM Soir. RFM Soir. Mamadou Amar. À la présentation, la technique est assurée par Hassan Biram Diouf. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à la radio de toute l'actualité. C'est un scandale de refuser la liberté provisoire à Guy Marius Sagna. Boubacar Boris Diop estime que le système judiciaire sénégalais doit faire son examen de conscience après cette décision à l'endroit de l'activiste. Un propos tenu à marge du lancement des cycles de conférences du COUD, le Centre des œuvres universitaire de Dakar. L'écrivain et intellectuel sénégalais Boubacar Boris Diop est au micro de Papa Balagueye. J'ai beaucoup d'admiration pour Guy Marius Sagna. Je pense que ce qui lui arrive est tout juste un scandale, que notre système judiciaire doit faire son examen de conscience, pour que finalement garder quelqu'un en prison avec l'idée un peu mesquine en fin de compte que oui, boy bi dañ koy yar quoi. Voilà, dañ koy yar, on le garde en prison et puis après au fond on n'a rien à lui reprocher, on va le laisser retourner, il va voir avec nous. Je pense que quand vraiment la liberté des citoyens se trouve prise dans un tel étau, il y a des raisons d'avoir peur. Maintenant, quelqu'un comme Guy Marius Sagna, son combat est un combat important. Je crois que ce qu'il dit, war nañ ko déglu. Et peut-être que là où il dérange le plus, c'est quand il dit France dégage.
Et ça, c'est peut-être qu'il a franchi une espèce de ligne rouge. À l'instant, Boubacar Boris Diop, écrivain et intellectuel sénégalais, changé positivement l'image de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et formé un nouveau type d'étudiants. L'objectif est bien clair avec l'instauration d'un cycle de conférences par le COUD, le Centre des œuvres universitaires de Dakar, une manière de célébrer le 34e anniversaire de la disparition de Cheikh Anta Diop. Le compte rendu de Papa Balagué et de Penda Fedior. Je vous élève au grade de chevalier dans l'ordre national du Lion. Distingué de par ses pairs pour son professionnalisme, capitaine El Hadj Moussa Thiam a reçu quelques éléments sur quelques problème, sur cet élément. Nous devons parler plutôt du COUD. Nous allons peut-être y revenir avant la fin de cette édition. La sécurité au cœur des actions du nouveau gouverneur de Kédougou, Saher Ndao, qui remplace William Manel, invite ses collaborateurs à jouer toute leur partition pour l'atteinte de cet objectif majeur. La cérémonie officielle de passation de service a eu lieu ce matin. Ibrahima Diabakhate. Monsieur Saher Ndao, veuillez vous lever. Au nom de Monsieur le Président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare installé dans vos fonctions de gouverneur de la région de Kédougou. Après 4 ans, 11 mois et 20 jours à la tête de l'exécutif régional de Kédougou, William Manel, administrateur civil principal, passe le témoin à Saher Ndao, promu gouverneur à la faveur des nominations en Conseil des ministres du mercredi 15 janvier 2020. À cette occasion, le gouverneur sortant est largement revenu sur les défis sécuritaires de la région. William Manel. 2017, qui a été une année charnière pour l'administration régionale, qui a dû faire face à des émeutes au mois de février, consécutivement à la mort tragique du jeune et regretté Yamadou Sagna. Tout comme nous avons eu à gérer l'insécurité qui gagne du terrain durant les mois de septembre et octobre de la même année. Cette situation qui avait fini par instaurer un climat délétère au sein de nos populations a pu être maîtrisée et jugulée grâce aux efforts du gouvernement et l'investissement de nos vaillantes et valeureuses forces de défense et de sécurité. Le tout nouveau gouverneur entrant compte s'appuyer sur l'expérience de ses proches collaborateurs pour relever les défis. Je prêterai une oreille attentive aux suggestions et propositions des préfets de Kédougou, Salémata et Saraya, de même qu'aux adjoints au gouverneur. Ces hommes d'expérience avérée et dont leurs compétences et leur abnégation au travail sont reconnues de tous. Enfin, je mettrai en synergie le dévouement et le dynamisme de l'ensemble du personnel de la gouvernance de Kédougou. Il faut cependant rappeler que c'est le 6e gouverneur appelé à diriger cette région créée par la loi 2008-14 du 18 mars 2008. Ibrahima Diabakhate, Kédougou, RFM. Merci beaucoup Ibrahima Diabakhate. 18h14. Bonsoir Malal Junior Diagne. Bonsoir Amar John. C'est parti pour la page des sports. Donner Abdoulaye Diaw en exemple à la jeune génération et célébrer l'ensemble de son œuvre sur les 45 dernières années, c'est l'objectif d'un comité qui a vu le jour et qui a fait face à la presse pour rendre hommage à Abdoulaye Diaw, journaliste sportif, chroniqueur ici à RFM. Une cérémonie d'hommage est prévue au mois d'avril, les 1er et les 2. Les organisateurs de ce gala de Sargal étaient face à la presse ce matin. Sodetiam a assisté au face-à-face. Réuni ce matin à la maison de la presse, le comité Sargal Abdoulaye Diaw explique son choix porté sur cette personnalité des médias. Moustapha Falché, le président du comité. Rendre de son vivant aussi, c'est meilleur. Alors nous allons lui rendre un hommage extraordinaire et particulier de son vivant, parce qu'il le mérite. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait sur le plan des relations? Même en reportant, il réconcilie les gens. Abdoulaye Diaw, même quand il y a crise ici, au Sénégal, des crises politiques et tout ça, même le fait qu'il reporte son reportage, les gens commencent à se dégonfler et par moments même à se serrer la main. Cet événement va se dérouler sur 2 jours. Le coordonnateur du comité, Serigne Bakendiaï, donne le programme. Le 1er avril, nous comptons organiser au stade Alassane Djigo de Pikine des activités sportives. D'abord, un défilé des écoles de football. L'événement se faisant sur la base du volontariat, nous demandons à tous les responsables d'écoles de football qui le peuvent de se manifester, de s'organiser avec leurs propres moyens, parce que chacun y mettra du sien pour venir participer au défilé. Ensuite, à 16h, nous aurons un premier match qui va opposer les anciens de Dakar et ceux de Thiès. Et en deuxième heure, nous aurons Saint-Louis, ville d'origine de Abdoulaye Diaw, contre Kaolack, qui a consacré Abdoulaye Diaw. Et en termes d'organisation, nous aurions souhaité que le 12e Gaïndé et Alekaza viennent chercher ou aillent chercher Abdoulaye Diaw
à son domicile. Pas de budget dégagé, mais le comité lance un appel à tous les Sénégalais pour une bonne organisation. En tant que bénévole, le comité accepte toute aide venant des Sénégalais. Voilà, Abdoulaye Diaw qui est célébré la bibliothèque des sports après la République. C'est le monde sportif qui communie autour de toute l'histoire qui entoure ce personnage. À juste raison, il le mérite fort bien. À Diourbel, loin de ces préparatifs de ce gala pour célébrer Abdoulaye Diaw, on se crêpe les chignons au niveau de la Ligue régionale de Diourbel et pour cause, une note suspendant 3 équipes qui fait jaser, ce qui a poussé Moussa Diaoudien, l'un des présidents des clubs suspendus, à l'occurrence le Diamono de Diourbel, à déchirer l'arrêté de ceux qui sont dans la commission de discipline de la Ligue régionale. Il est très Babacar Diouf. Les clubs n'ont pas intérêt à ne pas aller jouer, mais pour aller jouer, il faut recevoir quand même des convocations à bonne et due forme. Nous avons des gosses, nous sommes engagés à la fédération, on a payé notre assurance. Si les gosses, on les fait jouer un match, alors que celui ou en tout cas ceux qui ont convoqué ces matchs-là n'ont pas droit, l'assurance devra ses responsabilités. Parce qu'il faut qu'il y ait un ayant droit, quelqu'un chargé de convoquer les matchs officiels. Donc on ne peut pas répondre à tout bout de champ à des convocations qui nous viennent de partout. Donc on ne refuse pas de jouer. Bon, ce matin, comme le texte nous le permet, nous avons relevé appel. Puisque aussi, en droit, quand une décision tu n'en es pas d'accord, tu interjettes appel contre la décision. Nous avons tous les 3 saisi la fédération officiellement par lettre d'appel avec la documentation qu'il faut. Donc la balle aujourd'hui n'est plus au niveau de la Ligue, mais c'est au niveau de la fédération de trancher cette question. Mieux, la fédération sénégalaise de football a convoqué son comité exécutif pour le jeudi 5, et dès demain, on va redéposer encore sur la table du président de la fédération le problème de Diourbel, parce qu'il n'est pas question que la fédération règle tous les problèmes de toutes les ligues, parce que c'est ça sa mission, et essayer de laisser les Diourbellois se tuer entre eux pour des calculs, en tout cas pour le maîtriser. En attendant le dénouement de cette crise, on parle du début de la 9e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Demain samedi, 3 rencontres pour le compte de la Ligue 1 sénégalaise. Le leader Teungueth FC reçoit à Ngalandou Diouf. Mbour, Petite Côte, Dakar Sacré-Cœur fera face à l'équipe de Niary Tally. L'équipe de Djambar sera l'hôte du Jaraaf de Dakar. La suite et fin est prévue dimanche à Mar. Merci beaucoup Malal Junior Diagne. Nous cliquons sur arrobase et c'est pour retrouver Jo Maron. Et bienvenue à toutes et à tous dans ce numéro arrobase. Rencontre avec des jeunes entrepreneurs et porteurs de projets bénéficiaires du programme Yali RLC. Programme qui a permis de former plus de 11 000 jeunes africains grâce au partenariat de Microsoft. L'initiative, selon les organisateurs, a eu un impact sur les jeunes leaders du continent, entre autres la création d'entreprises, l'autonomisation des jeunes. Ces échanges ont eu lieu ce vendredi au siège de Microsoft ici à Dakar. La start-up Interface SAS déclare avoir été plagiée par Orange, une plateforme qui permet de faire des publicités à travers le Wi-Fi gratuit. Le projet s'appelle Bean Day. De quoi s'agit-il ? Quelles possibilités offre-t-il? Élément de réponse avec Magatte Sylla, CEO et PDG de l'Interface SAS, au micro de Fama John. Le premier utilisateur, c'est le client qui est au centre de tout business, qui a besoin d'une connexion, d'un accès gratuit, simple et efficace par rapport à Internet. Bon, nous connaissons le taux de pénétration en Afrique, parce qu'on ne va pas se limiter au Sénégal, qui est à 25%. Malgré les efforts que les opérateurs ont fait au Sénégal, c'est-à-dire plus de 58%. Et nous avons l'entreprise qui a besoin de communiquer et qui a besoin d'un nouveau canal de communication, c'est-à-dire via le Wi-Fi, afin de pouvoir donner aux utilisateurs un accès, simple, justement. Et nous avons le dernier et troisième acteur, qui est l'opérateur, naturellement, qui a besoin de rentabiliser son infrastructure, parce que le modèle classique qu'on connaît, c'est la vente de l'Internet, qui est relativement cher chez nous en Afrique. Donc, il faut trouver des astuces afin de donner un accès à l'information et à la connaissance. Le groupe Orange n'a pas encore réagi aux propos de Bean Day. Nos antennes restent ouvertes. La démocratisation de l'Internet, le bonheur des uns, les difficultés des autres. Les autres ici, ce sont les gérants de cybercafé. Nous avons voulu savoir comment à Rufisque certains propriétaires des espaces cyber font face à la concurrence. Il y a des difficultés, oui, mais il y a aussi des méthodes mises en place permettant d'exister.
Abdou Diouf Diagne. Team Léon Lett tient un cybercafé au quartier Kerikau de Rufisque. La généralisation aujourd'hui de l'Internet avec la floraison des smartphones ne l'empêche pas de gagner sa vie. Il a installé des jeux vidéo sur ses ordinateurs pour attirer les plus jeunes. D'habitude, quand vous réalisez un projet, que le projet arrive à couvrir toutes ses dépenses, on peut dire ça va. On reçoit des gens, souvent les enfants, pour pouvoir accueillir beaucoup de personnes. On a mis des jeux parce qu'on sait que les enfants jouent beaucoup. Les adultes, eux, ils ont leur smartphone. Les enfants du primaire, ils n'ont pas cette possibilité-là. Abibou Kone a aussi sa méthode pour résister. Malgré la rude concurrence des smartphones, sa clientèle est constituée d'étudiants et de professionnels. En créant d'autres services, la poterie, les ventes d'articles scolaires, en faisant du scanner, de la plastification, photocopie couleur. Ouais, il fallait varier les activités pour exister. Il y a aujourd'hui des travaux qui ne peuvent se faire que dans les cyber. Surtout avec les inscriptions des concours actuels qui se passent tous sur des plateformes. On est obligé de passer par les cyber. Même si leur nombre a beaucoup diminué à Rufisque ces dernières années, la vieille ville dispose toujours de cybercafés. Les gérants ne se plaignent pas car ils ont trouvé des astuces pour rester en vie. Un portrait dans ce numéro arrobase. Nous allons à la rencontre de Korka Diaw, une femme qui entreprend. Elle est d'ailleurs considérée comme pionnière dans la zone nord. Korka Diaw dirige aujourd'hui une entreprise qui fait travailler plus de 60 personnes, notamment des jeunes. Son portrait dressé par Mamadou Diagne. Elle est l'une des femmes entrepreneurs et des plus influentes dans la zone nord. Des années durant, elle a excellé dans le petit commerce. Korka Diaw a décidé d'investir dans la riziculture, un domaine qu'elle a choisi pour être autonome et aussi pour participer à la création d'emplois pour les jeunes. Tout ce que je fais, c'est pour créer des emplois car je suis contre l'immigration. Même pour mes enfants, je ne veux pas qu'ils quittent le Sénégal. Je veux que les jeunes restent et travaillent dans leur pays. À travers mon activité, j'ai créé plusieurs emplois car hormis mes champs, j'ai une usine qui s'active dans la transformation du riz. Avec plus de 60 employés, Korka Diaw est aujourd'hui à la tête du REFAN, Réseau des femmes agricultrices du Nord, une association qui regroupe plus de 10 000 femmes d'affaires et qui lutte pour l'autonomisation des femmes. Par rapport à l'objectif du réseau est de permettre aux femmes d'être autonomes. C'est pourquoi nous avons mis sur pied le réseau que j'ai l'honneur aujourd'hui de diriger. C'est une association féminine nationale et l'agriculture et la transformation occupent les 70% de nos activités. Elle invite les femmes à investir dans l'agriculture qui, selon elle, est le seul secteur qui peut développer notre pays. Arrobase, c'est fini. À la technique pour le mixage, Malanga Vito Sonko. Merci d'avoir suivi. RFM Soir. RFM Soir. Merci beaucoup à Jo Maron, 18h24, le débrief maintenant. Nous sommes en ligne avec Mansour Diop. Bonsoir. Oui, bonsoir, Mamadou Amar. Vous êtes expert en transport aérien et ancien commissaire au pèlerinage au lieu saint de l'islam. Air Sénégal SA va commencer à desserter Genève, la capitale suisse, à partir du 10 juin prochain. Est-ce pertinent ? Écoutez, Air Sénégal est certainement dirigé par des gens tout à fait sérieux, très compétents et qui ont dû faire les études nécessaires pour lancer ce projet, qui est un beau projet puisque la destination est belle. Maintenant, est-ce que ça suffit? Bien entendu, non, puisque c'est bien pour cela que des études sont faites. Pour une destination telle que la Suisse ou toute autre, la première chose, c'est de voir si le marché existe. Et quelle est l'importance de ce marché? Quelle est la concurrence? Il y a combien de compagnies qui desservent l'axe Dakar-Genève, même si c'est via d'autres points? Se fixer un objectif de prise de marché, de part de marché, donc, et avec tout cela, bien entendu, se fixer un objectif pour atteindre l'équilibre financier des vols avant ou pendant ou selon un délai à définir. Et bien entendu, à la base, il faut avoir les moyens, c'est-à-dire avoir l'avion qu'il faut, et ça, je pense que Air Sénégal est tout à fait bien placé avec son deuxième Airbus A330 Neo. On parle de B-class. Voilà, classe affaires, classe économique, c'est-à-dire pouvoir soutenir une concurrence qui elle-même est assez ardue, bien équipée, avec de belles machines. Et Air Sénégal a bien fait, évidemment, de se doter d'appareils qui sont tout à fait comparables en termes de
sécurité, confort, etc., à ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui. Donc ces études-là ont dû certainement démontrer qu'il était bon pour Air Sénégal d'aller à Genève. Ça, c'est quand on se place sur le plan strictement commercial. Oui. Bien entendu, il peut y avoir d'autres raisons qui poussent une compagnie aérienne à assurer une desserte, soit de prestige, soit politique ou autre, mais dans le concept d'Air Sénégal actuellement, je pense que tout reste tout à fait commercial et économique. Exactement, dans sa volonté de desservir Genève, Air Sénégal SA parle de réponse à des besoins importants du tourisme et du voyage d'affaires, donc un vol opérationnel 3 fois par semaine, lundi, jeudi, samedi. Voilà, alors donc ça s'inscrit tout à fait dans le premier point fondamental que j'ai évoqué, c'est-à-dire l'existence d'un marché, que ce soit touristique, diplomatique, homme d'affaires, etc. Genève est connue comme une plaque tournante, c'est vrai, et il ne faut pas oublier non plus le fait que Air Sénégal est en train de développer le hub de l'aéroport Blaise Diagne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir uniquement le trafic entre le Sénégal et la Suisse, mais également la possibilité de ratisser large dans la sous-région pour amener les gens à IBD et faire un vol direct sur Genève. Et également, à l'inverse, en arrivant à Genève, de pouvoir déployer d'autres vols vers les capitales de la sous-région. C'est vraiment c'est le rôle principal de AIBD. Alors, s'ils réussissent bien ce hub bien huilé, il peut être tout à fait pertinent de voir que le trafic visé n'est pas strictement Sénégal-Suisse, mais concerne également les autres pays de la sous-région. Très bien. Merci beaucoup, Mansour Diop. De rien, Moudamba. Merci. Je rappelle que vous êtes expert en transport aérien et ancien commissaire au pèlerinage aux lieux saints de l'islam. 18h28, c'est la fin de cette édition. Le rappel des principales lignes qui l'ont constituée.